Voilà, parfois ce ne sont pas les gens qui changent, mais plutôt ce sont leurs masques qui tombent. Dixit Ibraton Piano. Qui dit mieux? Bonjour fidèles téléspectateurs, très heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour suivre ce big magazine de Congo de l'honneur, Congo de la dignité, notre Congo, de ce lundi 17 avril 2023. Nous faisons un focus pour aujourd'hui sur la province de Tanganyika qui a comme chef-lieu Kalemi avec une superficie de 134 940 km². La langue parlée sur le Swahili. La province est chapeautée par Madame le gouverneur. J'ai cité son excellence Ngungwa Mayu Majili, secondé par le vice-gouverneur Massamba Ouamassamba Ferdinand, que nous saluons en passant, sans oublier les 6 territoires qui constituent cette province. Je citerai Kongolo, Nyunzu, Kalemi, Moba, Manono et également Kabalo. C'est ça la fierté de notre Congo qui célèbre en ce jour la journée mondiale de l'hémophilie, la journée mondiale des luttes paysannes. Souffrez que je reçoive celle qui m'accompagne aujourd'hui. J'ai cité Nadine Bobongiambile Ngemba Kent Bobson pour les intimes à qui j'ai dit bonjour Nadine. Bonjour Nadine Kassinon Poi Mutamba Yezayo, bref, en kit complet. Et bonjour. Et bonjour à toutes les personnes que nous suivons. Je suis très heureuse d'être là. C'est un honneur de vous servir encore aujourd'hui. Voilà, tu es en super forme. Dieu nous fait grâce, ça. Tu n'as pas subi la rigueur de la lendiose. Non. On se prépare tous les jours. Ok. Alors, comme à l'accoutumée, quand tu arrives, tu ne viens jamais me bredouiller. La chronique, toujours. Alors, tu vas nous parler de la journée mondiale de lutte paysanne. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Créée en 1996 par le mouvement paysan international, la vieille Campesina, cette journée d'action vise à commémorer les massacres Eldorado do Cajas ou la machine étatique du Brésil, de connivence avec les intérêts des agrobusiness, ont assassiné 19 paysans qui défendaient leurs droits de terre. C'est qui un paysan ou une paysanne? Selon Larousse, un paysan ou une paysanne est un homme ou une femme qui vit dans la campagne et travaille la terre. Actuellement, dans le monde, nous avons 4,74 millions de paysans, dont 40% de la population active. Dans ces pourcentages, 866 millions d'agriculteurs qui nourrissent le monde actuellement, vu que l'agriculture est le premier pourvoyeur d'emploi de la planète avec 70%. Pour terminer, cette journée du 17 avril de chaque année vise à travers la vieille campesina, les paysans identifient les actions en vue d'une bonne résistance face à l'occupation de leurs terres, surtout le peuple autochtone du monde entier. Elle est aussi l'occasion de célébrer la solidarité entre les campagnes et les villes par une bonne lutte. Et elle s'organise ainsi à travers cette journée en vue de nous aider parce que de par leur survie, ils sont menacés vu que le changement climatique affecte directement les paysannes. Par contre, nous autres qui habitons les villes, nous ne sentons pas assez trop ces phénomènes. Et pour terminer, Daniel, être paysanne, tu ne peux jamais avoir honte de le dire et de le déclarer tout. Voilà, donc c'est dire que si dans les prochains jours, Bobo Nadine, on a sa retraite devenue paysanne, on ne peut pas s'étonner. Je serai heureuse parce que je vais commencer à vous nourrir. Et ça c'est pas donné à tout le monde. Une bonne chose. Alors j'aime bien les chiffres. Oui. 470 millions de paysans. C'est à travers le monde ou juste 4,74 milliards. Milliards? Oui. Ok. De paysannes de par le monde. Oui. Ok. Non, il faut les encourager. C'est même pour construire une maison, commence par la fondation. Ouais. Voilà, donc c'est dire pour venir se tenir devant les téléspectateurs comme nous le faisons présentement, c'est puisqu'on a bien mangé. Oui. Une très bonne chose, Bobo Ladine. Alors tu as parlé de peuple autochtone? Oui. C'est pas à travers le monde? Oui, qui sont menacés du fait que, on doit se le dire, les agrobusiness, quand ils veulent bien exploiter, souvent ne sont pas en accord avec les peuples qui règlent, qui gèrent les forêts. Et cela crée des révoltes. Voilà. Voyez-vous, surtout dans des pays comme, c'est plus en Amérique latine, avec le Brésil, le Venezuela, la Colombie, c'est parmi les pays où il y a vraiment ces mouvements intenses, ou surtout vous voyez avec les Indiens, qui défendent même au sacrifice suprême leur vie. Voilà, il y a également la Serbie. Hein. Oui. Tu as suivi d'ailleurs la fois passée, le ministre de l'Agriculture avait reçu l'ambassadeur, n'est-ce pas, de Serbie, parce que la Serbie est vraiment avancée en ce qui concerne, n'est-ce pas, l'agriculture, d'une très bonne chose. Tu as parlé également du changement climatique. Oui. Voilà, alors comment en cas ça intervient
intervient dans ce sens? Ça intervient du fait que avant que nous puissions planter, nous devons avoir un climat favorable. Ouais. Avec tout ce qui se passe maintenant dans le monde, vu que c'est l'homme qui est au centre de tout ça. Ouais. Alors là, l'homme, quand il est en train de faire son agriculture avec tout ce qui s'y met là, et à la fin, nous avons ce changement climatique. Voilà. Et ces changements climatiques, avec tout ce qu'il amène comme effet, ça dérange aussi le bon fonctionnement des agriculteurs, voilà. Parce qu'ils le font selon les saisons. Alors quand ça dérange, quand il y a perturbation, voilà, on peut dire, actuellement nous à Kinshasa, nous prenons plus les pastèques, nous mangeons de différents fruits. Mais malheureusement avec le changement climatique, il y a ces dérèglements-là qui fait que ce n'est pas souvent facile pour eux de survivre alors qu'ils dépendent que de ça. Donc voilà. Leur survie n'est basée que sur l'agriculture. Sur l'agriculture, une très bonne chose. Nous sommes toujours dans l'actualité, comme je le dis, en dehors de cette journée mondiale de lutte paysanne, nous célébrons également la journée mondiale de l'hémophilie. C'est ça qui justifie la présence de Gloria Momat Kalenga. Elle est ici bien habillée. Comment ça va? Très bien. Merci, je vais très bien, merci. Tu es aussi en super forme. Très très bien. Tu as prié hier? Oui, j'ai prié. Tu avais prié quoi? Bonne chose. Alors Gloria, tu es ici pour nous parler de la journée mondiale de l'hémophilie. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Retenons que l'hémophilie est une maladie hémorragique héréditaire due au déficit des facteurs de coagulation des protéines qui sont nécessaires pour former des caillots sanguins et maîtriser les saignements. La journée correspond à la date de naissance en 1926 de Frank Schnabel, le Québécois, fondateur de la Fédération mondiale de l'hémophilie. Chaque année, le 17 avril, l'Association française de l'hémophilie célèbre cette journée avec pour objectif de sensibiliser un large public aux réalités d'une maladie peu connue et de mobiliser le plus grand nombre en faveur de l'intégration des patients. Il existe deux types d'hémophilie. L'hémophilie A qui correspond à un déficit en facteur 8, soit 80% des cas, et l'hémophilie B qui correspond à un déficit en facteur 9, soit 20% des cas. Les symptômes et les conséquences sont très proches entre les deux types d'hémophilie. Pour cette année 2023, le thème retenu est « Accès pour tous, la prévention des saignements comme référence mondiale des soins » et au niveau national pour la France, le thème est « Mobilisons-nous pour les maladies hémorragiques ». La forme majeure de cette maladie touche en France près de 5000 personnes. En Afrique, cette maladie reste méconnue en partie parce qu'elle est rare, mais aussi en raison du faible nombre d'hématologistes sur les continents et des difficultés de diagnostic. On estime qu'au moins 400 000 personnes qui souffrent d'hémophilie dans le monde, dont seulement 20% auraient accès au traitement et à une prise en charge adaptée. Sans celle-ci, les patients atteints d'hémophilie peuvent avoir une vie très difficile. Et en RDC ici, les spécialistes reconnaissent que cette maladie est rare, mais il serait mieux et important que l'opinion soit capable de la reconnaître. Voilà, une bonne chose, Gloria Momat. Je crois que tu peux nous rappeler encore l'objectif, n'est-ce pas, de cette journée? En fait, l'objectif est de sensibiliser un large public aux réalités d'une maladie peu connue et de mobiliser le plus grand nombre en faveur de l'intégration des patients. Voilà une bonne chose. Et tu nous as parlé de deux types. Oui, deux types. Voilà. Il y a l'hémophilie de type A qui correspond à un déficit en facteur 9, soit 80% des cas, et l'hémophilie B qui correspond à un déficit en facteur 9, soit 20% des cas. Voilà, et ici en 2003, nous avons un thème très capital, accès pour tous. Accès pour tous, oui. La prévention des saignements comme la référence mondiale des soins. Voilà, bonne chose. J'aime bien les chiffres. 400 000 personnes qui souffrent à travers le monde. Oui, à travers le monde. Ok. Et ici en RDC, c'est une maladie rare. Oui, c'est une maladie rare. Oui. Mais il serait mieux que le gouvernement, en tout cas, sensibilise la population congolaise et qu'ils prennent conscience que cette maladie existe. Voilà. Bonne chose. Bon, Bonadine, tu as aimé l'exposé de Gloria Momat? Magistral. Un petit commentaire, tu as une petite question peut-être. Oh là là, en fait j'allais dire ceci en termes de commentaires. Vous savez, en RDC, il y a tellement de maladies rares que nous négligeons. Bref, pour dire quoi? Souvent,
quand l'ignorance est face à nous, on se réfère trop dans des mythes. Oui. Alors que du point de vue scientifique, on a autant des explications sur des maladies qui nous dérangent. Voilà, fidèles téléspectateurs, vous aurez l'habitude de suivre Gloria Momat. Cette fois-ci, elle sera spécialiste, n'est-ce pas, des journées internationales et mondiales. Elle a donné le go aujourd'hui. Je crois que, sauf imprévu, peut-être lundi prochain, nous aurons encore à la voir. Tu seras toujours tu seras là. Très en forme. Ok, en super forme. Puisqu'autrefois, elle nous avait fauché compagnie. Oui, avec sa dent qui a Elle dérangé. était un peu souffrante. Pas un peu, mais souffrante. Ah, souffrante réellement. Bonne chose. Alors, Bobo Nadine, Je pour suis ce là. qui est de la méditation, parce que nous devons toujours dire merci à l'Éternel. C'est la raison pour laquelle, pour aujourd'hui, nous célébrons les prénoms suivants. Oh là là. Anissé. Il ne faut pas confondre avec Anaké. Hein. Non, 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 non. Anissé. C'est, comment ça s'appelle Yombo Konyama, c'est ça avec, on a étudié Wembonyama. voilà, avec lui, Alifasik. Ok, Nous te saluons. ok. Tu te rappelles quand il fut ton Mon CP. président ton CP également, Oui. c'était ton président Oui. des étudiants. Avant d'être président des étudiants, oui. Ken. Ah, j'ai pensé qu'elle n'y peut pas. Oh là là. Et enfin, Kateri. Catherine ou Catherine Kateri. Eh, Daniel, pardon, ma poème, On se pardonne à l'église, madame. voilà, ma tope, si moi, la poème, comme il charge, mais non, on a dit Alors, on nous a donné trois textes pour la méditation. Acte 4, 23-31. Acte 4, 23-31. Psaume 2, 1 à 9. Psaume 2, 1 à 9. Et enfin 3, 1 à 8. Jean 3, 1 à 8. Pour ce qui est de la pensée du jour, Bobo Nadine. Oui. Alléluia, alléluia. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu. Alléluia. Colossiens 3, 1. Un petit commentaire. Ah, le conformisme du temps modèle, oh là là, moderne, pardon. Il nous est difficile de servir des maîtres à la fois. Nous devons effectuer un choix. Et surtout pour nous, les chrétiens, je me dis, on est trop conforme au temps moderne, pardon. On s'est dit, tout ce qui dit la Bible, est-ce que tous nous sommes capables de le mettre en pratique? Donc, voyez-vous, avec nos amis musulmans, là, c'est intéressant, avec, mais pour nous, les chrétiens... De revenir là-dessus. Oui, parce Et que nous... au moins le temps de la prière. Oui, nous sommes les infidèles à 100%. Ouais. Nous les chrétiens. Moi je vous dis la vérité. Parce que si tous nous mettions ce qu'il y a dans la Bible, j'ose croire qu'il y aura moins de problèmes entre nous les hommes. Voilà, moins de problèmes entre nous les hommes. On va voir le menu du jour, Bobo Nadine. Nous allons débuter par cet élément de Nadia Okako. Il y aura une interview avec le docteur Kabasele. Gros plan avec Daniel Kassinon Poy, Monde Aviation Civile avec Betty Bengama, REC avec Atash Kimbe Mazunga Dominique. Et on va terminer par une très belle chanson sélectionnée par, là j'étais le nom. Ah, Ouais. ok, une surprise. Hein. Ouais. Ok, nous commençons avec le premier élément, c'est lequel? Nous vous proposons maintenant Jeunesse et Développement avec... Oh, avant qu'on prenne l'élément, Bobo Nadine, souffre qu'on dise ceux qui vont défiler sur le c'est tout à fait plateau. naturel, là. Plusieurs invités auront également défilé sur le plateau par rapport à cette journée, n'est-ce pas, mondiale de l'hémophilie. Il y a deux médecins qui seront ici, en l'occurrence M. Guette Koundabi, qui est, n'est-ce pas, médecin pédiatre, et également le docteur Jonathan Koukila, qui est médecin biologiste. Alors lui sera ici pour nous parler de cette prévention et également de cette maladie, mais plutôt M. Guette Koundabi nous parlera plus des symptômes. Alors il y aura également ici sur le plateau, fidèles téléspectateurs, Grace Chitala, qui est entrepreneur, qui viendra répondre à cette question: comment soutenir le président de la République à travers l'entrepreneuriat? Voilà, Bobo Nadine, nous prenons le premier élément. C'est Jeunesse et Développement avec Nadia Okako, dont l'invité était Madame Mbouyi Astrid, femme entrepreneur. Voilà, c'est bon. Bienvenue très chers téléspectateurs, nous sommes bel et bien dans cette émission Jeunesse et Emploi. Nous venons en ces lieux rencontrer quelqu'un ici à Lausanne, dans l'avenue 24 novembre précisément, dans la commune de Ngaliema. Rencontrer une journaliste qui s'appelle Astrid Mbouyi, qui est entrepreneur, et elle entreprend quoi? Je préfère que vous puissiez la découvrir elle-même. Je suis Mbouyi Jeannette Astrid. Je suis journaliste et entrepreneur. Et comme entrepreneur, je fais des sites web. En fait, le journaliste peut tout faire en fait. Et comme j'aimais déjà depuis longtemps manger la chikwang, j'ai appris pour aujourd'hui devenir entrepreneur, faire de ce que j'aimais manger un métier. Déjà, depuis mon enfance, j'aimais manger la chikwang.
Et une fois, je suis allée en mission à Kananga. Là où on m'a hébergé, la dame qui m'a hébergé faisait préparer les chikwang. C'est là où j'ai appris pour la première fois à transformer le manioc en kimpuka comme on appelle, et puis un peu faire les chikwang. Et quelques années après, quand j'ai quitté Kinshasa pour Lubumbashi, j'ai fait 2 ans au retour, je n'avais pas de travail. Je n'ai pas encore trouvé un travail. Je m'étais dit, au lieu de rester à ne rien faire, dépendre des autres, je préfère faire quelque chose. Et comme j'avais déjà appris quelque part à faire la chikwang, j'ai repayé pour une deuxième fois, en fait, si je peux dire, pour la formation, pour bien faire la chikwang. Parce que j'avais essayé, j'ai vu que je n'arrivais pas à bien faire la chikwang. J'ai payé l'argent, en fait, symboliquement, à une femme Tandou qui m'a appris à faire ce que je fais aujourd'hui et qui est devenue une passion pour moi. On commence par acheter les kimpuka. Je veux dire, les kimpuka, c'est les maniocs mis dans l'eau et puis on enlève les racines, si je peux le dire. Et puis de là, moi j'achète les kimpuka. Quand je ramène les kimpuka, j'ai tamise, comme on appelle en lingala, pompé. Je tamise, j'enlève les mississa, comme on appelle en lingala, et je rince, j'enlève de l'eau. Je reste avec la pâte, on rince plusieurs fois pour que ce soit clair, soit ça blanc, comme on a une chikwang blanche. Donc je commence par rincer, je reste plus d'une fois, 2 à 3 fois, jusqu'à ce que l'eau soit claire. Et après, quand je vais enlever de l'eau pour la dernière fois, je mets la pâte dans le sac. Je ferme le sac, je mets dans un bassin. Au village, ils ont de tables en paille où ils mettent mandala là, où ils mettent pour que l'eau puisse sortir rapidement du sac. Et comme nous en ville on n'en a pas, je mets dans le bassin et j'enlève graduellement de l'eau. Donc je laisse, je mets aujourd'hui, le jour suivant, je prends cette pâte qui est devenue un peu plus dure que ce qu'on avait quand on avait rincé le kimpuka. Je mets dans la marmite et je mets de l'eau, comme on fait le foufou. Quand on prend le maïs ou on fait la pâte pour préparer le foufou. Donc je mets la pâte dans la marmite, je mets de l'eau et je malaxe très bien. Et de là, je mets au feu. Du feu, je commence à préparer comme on fait le foufou, jusqu'à ce que ça devienne dur. Et quand je finis de faire cela, je mets dans un bassin, je commence à mixer. Au village, ils ont un bois pour le faire, mais on peut le faire avec tout ce qu'on a à portée de main. Moi, j'utilise une bouteille avec ma planche, des épices. Donc, je mixe. Après avoir mixé, je mets les formes. Les formes, je mets dans le bassin et puis je mets dans les feuilles. Je mets des fils. Et de là, je mets au feu. Quelques minutes après, je jauge. En fait, la dame qui m'a appris à faire la chikwang m'a appris à jauger avec le nzete à kombo, si on peut le dire. Nakati lindala là. J'arrange correctement et puis je jauge. Pour savoir si c'est prêt, quand on jauge, la pâte ne doit pas coller sur la tige. Si ça colle, il faut laisser encore un tout petit peu. Et attendre encore quelques minutes, puis venir encore réessayer. Si ça ne colle pas, c'est que c'est prêt, c'est bon. Vous enlevez, vous mettez de côté. Et on étale par terre. On peut mettre sur le ciment, mais on nettoie, on balaye. Ou soit on met un sac, on met les chikwang dessus pour retirer de l'eau. Parce que quand on met dans la marmite, même quand on finit de préparer, on retire dans l'eau, il y a encore un peu d'eau qui reste. Et quand on étale, c'est pour vraiment que ça sèche, pour donner une longue durée au fait avec chikwang, tu peux faire 1 semaine. Mais si on ne retire pas bien l'eau, quelques jours après, ça va commencer à coller et puis la chikwang va s'abîmer. Ma chikwang n'est pas aigre. Déjà parce que moi-même, je n'aime pas une chikwang aigre. J'aide le consommateur à s'imaginer comme s'il mangeait les foufous. Parce que le foufou n'est pas aigre. Et ce qui fait que j'ai plus de clients parce que ils ont l'impression de manger le foufou mais en format chikwang. Donc c'est pas aigre. Non, j'utilise plus les kimpuka qui viennent du Bas-Congo parce que ça ne traîne pas beaucoup. Les kimpuka qui viennent de l'Équateur prennent beaucoup de temps dans l'eau, ce qui fait que pour moi c'est plus clair, c'est aigre parce qu'avec les pluies et tout, et les mauvaises conditions dans lesquelles ça arrive jusqu'à Kinshasa, ce qui fait que ça soit un peu aigre aussi. Mais ceux qui quittent de Bas-Congo, ça ne traîne pas beaucoup et vous avez la chance d'avoir les kimpuka qui sont encore
comme on peut dire, Yassika, bien, qui revient de traiter à pas longtemps. Et ce qui fait que vous avez la chiffon qui est claire, qui n'est pas aigre aussi. Il m'est arrivé aussi de faire le chiffon un peu sombre, parce que ça dépend du kimpuka. Quand ça traîne, moi je viens acheter au dépôt, parce que moi je prends les kimpuka à partir du dépôt. Ce sont des kimpuka qui ont traîné au dépôt. Quand vous prenez, avant aussi je ne savais pas qu'il fallait rincer plusieurs fois quand c'est pas clair. Dans mes débuts c'était ça. Mais maintenant je sais que même quand ce n'est pas très clair, mais à force de rincer, enlever de l'eau qui n'est pas très claire jusqu'à avoir de l'eau claire, vous pouvez avoir une chiffon qui est quand même claire. Plus que ce qu'on voit ailleurs, noir, parce qu'elles sont pressées les dames, à checker la main, il manque quoi, et puis elles pressent, c'est fini. Mais moi, je rince 3 fois, à part l'eau, on a pompé la carte, je rince 3 fois pour espérer avoir une chiffon claire. D'abord, le bois dérange l'entourage. Moi, je peux préparer mes chiffons à tout moment. Ça dépend des commandes que j'ai des clients. Donc, j'ai préféré moderniser un peu la chose, faire avec la chiffon, je vais faire à l'intérieur de la maison avec la gaz, faire avec la braise devant la maison. Donc, ça ne dérange pas le voisin et ça m'aide à bien faire les choses. Au lieu que moi je sente mauvais parce que je viens à peine de préparer la chiffon, le sur la balcone. Mais quand je fais la chiffon, je peux bien habiller, je fais mes chiffons et j'ai les visiteurs et ça pose pas beaucoup de problèmes. Quand il y a pénurie d'eau, on cherche les bidons, on va chercher ailleurs. Parce qu'on ne peut pas prendre des sources qui n'est pas bien traitées. On ne peut pas prendre les eaux de pluie parce que ce n'est pas aussi traité. Comme c'est une nourriture, on doit chercher une eau propre. Donc, on quitte ici pour aller chercher de l'eau ailleurs et venir faire la chiffon. Par contre, pour préparer la chiffon, j'ai déjà fait fin prêt, mon mettre au feu bouillir. On prend l'eau de pluie qui est propre, on met et puis on met des chiffons. Là, ça pose pas beaucoup de problèmes. Mais on n'aime pas trop parce que c'est pas très hygiénique puisque c'est la nourriture. Puisque c'est pas une très grande marmite. Elles mettent ça pour que, comme on dit, qu'on aime la maïté. Il y en a beaucoup, celles qui sont en bas risqueraient de noyer. Donc, elles mettent pour protéger. Puisque moi je mets juste 30 dans cette marmite, des fois je mets les feuilles que j'utilise pour fermer la chiffon. Moi je ne mets pas. On gère seulement le feu. S'il y a un feu qui est stable, ça ne traîne pas, et puis vous avez la chance d'avoir des bonnes chiffons. Mais très souvent, quand c'est une très grande marmite où il y a beaucoup de chiffons, on met ça pour éviter à ce que les chiffons ne se noient dans l'eau. Ça dépend des clients, ça dépend des demandes, mais généralement, ça va entre 300 et 500 chiffons par semaine. Ça dépend. Quand c'est pendant les fêtes, je peux aller à 1000, parce qu'il y a plusieurs commandes. Mais je ne suis pas encore en mesure de produire aussi autant de chiffons tous les jours, parce que je suis seule. C'est comme ça même que j'invite les jeunes filles, les filles mères, les veuves qui voudront apprendre, à venir apprendre, si possible, continuer à travailler avec moi. Parce que c'est pas difficile comme on pense, c'est d'aimer ce qu'on fait. Parce que tout ce qu'on fait est difficile dans la vie. C'est question d'aimer le travail qu'on fait. Donc j'invite les filles mères, les veuves, celles qui ne font rien en fait, de venir apprendre. Et puis voilà, fournir plus de chiffons que maintenant. Non, mais parce qu'on veut seulement moderniser les choses. On veut faire comprendre aux gens que faire la chiffon ne veut pas dire qu'il faut être sale. Je peux être propre, et puis ça ne dépend pas d'où je viens. Parce que moi je suis Kassaïenne. Je dis, Bakwang est à Bakongo. Non, tout le monde peut faire la chikwang. Et les gens du quartier, puisque je n'aime pas vendre à la maison, parce que ça risque de traîner aussi, hein. Moi je coule rapidement, je donne aux gens au prix de gros. Et les gens, pendant que je prépare, ceux qui voient pendant que je suis en train de préparer, viennent acheter. Mais généralement, quand je finis de produire, je libère directement. Au travail, je suis journaliste, je fais mon travail correctement comme journaliste. Et quand je reviens, je suis entrepreneur. Et en tant que journaliste, je sensibilise les femmes à être autonomes par mon exemple. Je dis que je peux aller au travail, parce que j'ai un travail, j'ai un contrat, mais je peux être aussi entrepreneur et gagner ma vie autrement. Donc le journalisme me permet aussi de rencontrer un grand nombre de personnes qui pourront être intéressées, qui pourront être sensibilisées pour demain être autonomes. Donc allez, c'est un peu ça.
En fait, c'est question de discipline personnelle, c'est question de programmer les choses telles qu'on veut que ça se passe. Je vais au travail le matin, quand il faut que je produise mes chikwang, je sais que je quitte le bureau à 16h30, quand je viens, j'ai pompe, comme on dit, la pompe Kwangalanga. Le jour d'après, je quitte le bureau à 16h30, quand j'arrive à la maison, du coup, je commence à préparer. Je peux rester en train de préparer jusqu'à minuit, 1h. Donc, ça ne m'empêche pas de faire autre chose. À part ça, je suis femme et je suis mère. Donc, je peux combiner les tout en programmant correctement les choses. Quand je viens du travail, je m'occupe de ma famille. Pendant que je suis en train de faire mes chikwang, je m'occupe de ma famille, de mes enfants, de mon mari. Mais en même temps, je reste entrepreneur, je reste employé. Non, ils étaient plutôt heureux parce que j'ai ajouté un plus dans ce que je fais. Et je me suis adaptée, je m'étais adaptée facilement. Parce que c'est mon mari même qui m'a trouvé la dame qui m'a réappris à faire la chikwang. Je veux dire qu'il était là pour m'accompagner. Et la famille, c'est un honneur, si je peux le dire. Hein. Quand vous venez dans des fêtes, quand vous dites que c'est notre journaliste qui a fait les chikwang, c'est quand même un honneur, c'est une fierté. Donc moi, je trouve que je n'ai pas de honte à ça, puisque ma famille m'accompagne dans ça. Et chez moi, par exemple, le week-end, on ne prépare pas, on mange que mes chikwang avec la nourriture, mais on ne fait pas le foufou, on fait le riz. Non, on mange les chikwang parce qu'ils aiment ce que j'ai fait. Notre structure s'appelle Wimina, Femmes debout, les femmes lève-toi, Wimina. Nous œuvrons pour l'autonomisation de la femme. Nous avons plusieurs formations que nous donnons. Mais présentement, nous allons donner la formation comment fabriquer d'abord la chikwang. C'est seulement 2 jours de formation. Le premier jour, c'est comment rincer le kimpu qu'on met dans le sac. Et le deuxième jour, c'est comment préparer la chikwang. Et quand vous terminez votre formation, vous avez votre brevet de formation. Et la possibilité même, si vous avez le courage, de rester travailler avec nous. Parce qu'agrandir en fait cette œuvre, hein, parce qu'on ne peut pas garder cette intelligence pour nous-mêmes, nous allons demain mourir. Nous devons faire un effort de donner ce qu'on a, parce qu'on dit la belle femme donne que ce qu'elle a. On veut transmettre aux autres, aux jeunes surtout, aux femmes qui doivent être autonomes, demain, ce que nous avons aujourd'hui. Parce que si la femme se lève, si la femme se développe, le pays se développe. Si la femme se met au premier plan, sur le plan social, nous verrons que les choses vont aller de l'avant. C'est déjà en cours parce que aujourd'hui, vous nous avez trouvé devant la maison, en train de faire la chikwang. Demain, quand vous reviendrez voir les formations, vous verrez qu'on a déjà un coin qu'on est en train d'aménager pour que les formations se passent bien, pour que cette œuvre puisse aller de l'avant. Puisque même pour celles qui viendront poursuivre la formation, qui voudront travailler avec nous, et de l'espace pour bien faire les choses. Ça me plaît, parce que je fais différemment les choses. Et ce qui attire même, parce que même quand j'ai commencé, la première fois que je suis allée acheter les kimpuka, au dépôt, tout le monde s'est étonné de voir une femme comme moi venir faire acheter les kimpuka pour que je prépare les chikwang. Ils ne revenaient pas. Et ils commençaient à me motiver. Et moi, ça me plaît de voir que je fais des choses que les gens ne pouvaient pas penser que je pouvais faire, et je le fais bien. Moi, ça me plaît. Les mamans pensent que, ou les femmes pensent que les dames qui font les chikwang sont mauvais. C'est question d'hygiène. Quand je finis de préparer mes chikwang, j'entre dans ma douche, je me frotte correctement les aisselles et tout, parce que j'ai transpiré. Et puis je me parfume, et puis personne ne peut penser que je fais les chikwang si quelqu'un ne me connaît pas. Il faut que je te dise que je fais les chikwang pour que tu comprennes. Même les gens doutent que je fais les chikwang. Ils peuvent me contacter au 081 472 11 41. 081 472 11 41. Ce numéro est sur WhatsApp. Même si vous allez sur Facebook, vous tapez Wiminap, on a un compte, vous nous contactez. Je suis une ancienne de l'IFASIC. J'ai fait le graduat en journalisme, mais la licence, j'ai fait en communication sociale. L'ONG légale, avec tous les documents, le siège on a seulement délocalisé le siège. Avant, on était vers Kamunganga. Aujourd'hui, nous sommes sur l'avenue 24 novembre, numéro 6, dans la commune de Ngaliema, à Luzon, non loin de la Rémoyo. Voilà, c'était la Astrid Mbouyi, les femmes entrepreneurs et également journalistes, si je me rappelle bien. Et ma collègue de l'IFASIC, hein, j'ai fait l'IFASIC avec elle. Voilà qu'aujourd'hui, même à l'IFASIC, elle est toujours une femme très courageuse, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, elle prouve à suffisance combien elle reste toujours égale à elle-même.
en dehors d'être journaliste, il se lance aussi dans l'entrepreneuriat. Je crois que Bobo Nadine, cet élément, c'est dans le cadre de jeunesse et développement, signature bien contrôlée. Nadia Okako Anadiala. Voilà, donc nous aurons l'habitude de suivre cette rubrique. Hein. Alors Bobo Nadine, un petit commentaire. Je crois que toi aussi, en dehors d'être femme de médias, en dehors d'être aussi maman de la maison. Alors, on a une vie après ça. Vous avez une vie. Alors Daniel, pour dire quoi? Biso basi nde tozara plus responsable au kitamninga na biso basi. Alors bon poani. Tomoni mama Street osala bakwanga awakaka biso batali bosoto obanda. Est-ce que musala ne sengeli na yo? Entrepreneur qui par couleur ya iloko ça te pas en bon. Essentiel osala le loko zo rendre bato service e kozong c'est la yo mbongo. Mais biso mingi tozara soni liboso mais onyo kwa. Et pour terminer, c'est plus les femmes au foyer. Ce n'est pas dit que nous sommes dans le foyer, nous avons la possibilité de créer l'eau comme côté. J'aime bien quand madame Nani, pardon, Nyota, non, Nyota c'est une dame qui a initié Nani. Structure moi sur la base fourmiller bawanan à travers ma boque on a eu copé c'est là comme tout y en a famille na yo à travers oh yo en haut don et le bon bango pour na yo surtout pour les femmes qui sont foyer ce n'est pas dit que nous on a foyer wana au suki no ka pour ça sur le comme côté au conseil le comme osaka yo moko ezokotisa pe mbongo kusunga pe libota atoti kokanga maboko tokangi kaka mwana azobela tozozela papati auta musala ya poto somba ta moi kiso kosunga mwana mais ça aussi ça dérange voyez-vous il y a beaucoup de problèmes dans le couple qui sont surtout liés à ça. Voilà une bonne chose. Donc Astrid Mboyi, avec cette fabrication n'est-ce pas, de la chikwang, une chikwang vraiment trop blanche, ça attire. Hein? Oui. Donc elle fait face, elle concurrencie les Bateke. Comme on dit, Konga Batike la Bateke, Fumbo Batike la Congo, Jenny Moujengalon, on te salue. Donc c'est à travers cette structure Women, hein, donc la femme debout. Donc nos encouragements par rapport à ça. Alors nous avons nos premiers invités ici sur le plateau par rapport à cette actualité de la journée mondiale de l'hémophilie. Alors nous avons ici sur le plateau le docteur Gates Kindambi, qui est médecin spécialiste, médecin au clinique de Kinshasa. Docteur Gates, bonjour. Bonjour monsieur Daniel. Voilà, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné du docteur Jonathan Koukila, qui est médecin biologiste, n'est-ce pas, des cliniques universitaires toujours. Bonjour, docteur Jonathan. Bonjour, monsieur Daniel. Voilà. Apparemment, je suis oublié, mais moi, je vous salue. Voilà. Vous salue. Alors, Nadine Bobo, oui. Docteur Gates nous parlera des symptômes, n'est-ce pas, de la maladie également, de la prise en charge. Parce que dans l'exposé que nous venons de suivre tout à l'heure avec notre concert Gloria Momat, n'est-ce pas, Kalinga, il y a la plus parlé, n'est-ce pas, le pourquoi de cette journée mondiale. Et également, il nous a dit qu'ici en République démocratique du Congo, la maladie est un peu rare. Alors, docteur Gates, un commentaire, n'est-ce pas, par rapport à ça, pour ce qui est des symptômes également de cette prise en charge. Est-ce vrai, cette maladie est très rare ici en République démocratique du Congo? Voilà, merci M. Daniel, merci déjà pour l'invitation et l'occasion dont nous avez offert pour parler de cette maladie. Oui. Effectivement, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'hémophilie. Oui. C'est célébré chaque 17 avril de chaque année. L'hémophilie, c'est quoi? Il faut d'abord commencer par là. Oui. Voilà. L'hémophilie, c'est une maladie de la coagulation liée à un défaut des facteurs de coagulation. Les facteurs de coagulation, ce sont des protéines qui sont produites essentiellement par le foie, qui permet d'obtenir un caillot de sang qui permet d'arrêter les saignements. Donc ces patients-là, il manque un des protéines qui intervient dans la coagulation, les protéines, le facteur 8 pour l'hémophilie A ou le facteur 9 pour l'hémophilie B. Et donc du fait qu'il manque cette protéine-là, ces facteurs de coagulation, ces malades-là vont saigner, ils vont saigner soit de façon spontanée, soit généralement au décours d'un traumatisme. Donc la maladie, c'est vrai, c'est une maladie un peu rare, disons ça comme ça, parce que sur le plan épidémiologie mondiale, il naît un hémophile sur environ 1000 naissances mâles. Donc si on considère que la RDC, on a 100 millions d'habitants, théoriquement on devait avoisiner 10 000 hémophiles. Mais nous sommes encore très loin d'atteindre ces chiffres-là, parce qu'en RDC pour l'instant, on n'a qu'une soixantaine de patients. Mais il faut dire que le diagnostic de l'hémophilie en RDC a débuté seulement à partir de 2018, notamment grâce au partenariat que nous avons eu, grâce notamment à la FAT, qui est l'Alliance franco-africaine pour le traitement de l'hémophilie, et grâce également au projet Novo, le projet Hémodrepa, qui nous aide à la prise en charge de l'hémophilie et de la drépanocytose. Donc, votre collègue a parlé de l'hémophilie.
il va plus insister sur l'hémophilie, sur l'épidémiologie à l'extérieur du pays. C'est vrai, nous on a une soixantaine de patients, c'est pas encore assez, mais nous y travaillons pour arriver à avoir plus de patients. Ça passe essentiellement par une sensibilisation, parce que c'est une maladie qui reste... Des patients qui ne savent pas. Voilà, exactement, c'est une maladie qui est ignorée des communs des mortels, voire même des personnels de santé. Donc nous sommes là justement pour ça, pour assurer la sensibilisation sur cette maladie, pour que les gens puissent savoir que c'est une maladie qui existe, qui donne essentiellement des saignements, notamment des saignements au décours de la circoncision. C'est souvent des garçons, parce que c'est une maladie qui intéresse essentiellement des garçons, qui vont saigner généralement après la circoncision. C'est un saignement qui est très prolongé, il ne saigne pas beaucoup, mais il saigne pendant longtemps. Donc sur le plan national, nous sommes organisés, nous avons une association nationale, votre collègue a parlé de l'association française d'hémophiles, mais nous également en RDC, nous avons une association qu'on appelle l'ACDH, c'est l'association Congo démocratique d'hémophiles, qui comprend en son sein essentiellement des parents d'hémophiles, les hémophiles, les médecins, ainsi que des paramédicaux. Donc nous sommes organisés et donc nous travaillons pour que d'ici quelques années, nous puissions avoir essentiellement beaucoup de patients hémophiles également en RDC, mais ça passe essentiellement sur la sensibilisation, sur le mass média, ce qu'on fait, mais également on fait également des descentes sur les parents pour sensibiliser la population, sensibiliser les médecins, sensibiliser les infirmiers, tous les personnels qui sont au contact direct avec des patients qui ont des problèmes de santé. Attention avec les mains sur la table. Ok, bon, alors docteur Guetti, c'est intéressant ce que vous êtes en train de dire. Ma plus grande question, quand vous dites les garçons, la tranche d'âge n'est pas déterminée apparemment, c'est presque tous les garçons, c'est comment? Bon, l'hémophilie, c'est une maladie héréditaire. Donc, c'est une maladie qui commence dès la naissance. Donc, ce sont des enfants, généralement des garçons, parce que la maladie est transmise par le chromosome X. Donc, la maman porte les gènes de l'hémophilie. Donc, c'est une maladie à vie. Bon, à vie, disons ça comme ça, parce qu'on n'a pas encore, jusque-là, on va parler de la prise en charge. On n'a pas encore un traitement définitif. Donc, la maladie doit être diagnostiquée en principe dans les premières semaines de la vie. Parce que c'est une maladie génétique dont on est avec l'anomalie. Et donc, généralement, c'est les premières semaines de la vie chez un garçon dont on va faire la circoncision sans faire de précaution. L'enfant va saigner jusqu'à être transfusé et même pour d'autres, jusqu'à en mourir au décours d'une anémie par spoliation sanguine. Alors, docteur Jonathan, vous êtes là, vous êtes du côté diagnostic, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que vous pouvez ajouter comme commentaire pour les communs de mortels qui ne maîtrisent pas, n'est-ce pas, qui ne maîtrisent pas cette maladie? Voilà, merci pour la parole, parce que la clé dans la prise en charge de l'hémophilie, c'est le diagnostic, parce qu'il faut savoir qui est malade, qui ne l'est pas, qui a l'hémophilie, qui n'a pas l'hémophilie. Docteur Guette va peut-être revenir sur certaines maladies qui peuvent prêter à confusion. Au laboratoire, parce que le médecin biologiste, il est spécialiste au laboratoire, c'est de confirmer que cet enfant-là a l'hémophilie. Il y a deux types de tests que nous faisons. Il y a des tests qui évaluent globalement la coagulation. Le docteur Guette a dit que c'est une anomalie de la coagulation. La coagulation, en fait, c'est quoi en des termes profanes ou simples? C'est un ensemble de mécanismes qui permettent à ce qu'on ne saigne pas de manière spontanée, ou quand on a saigné, que ce saignement-là puisse s'arrêter. Mais chez l'hémophilie, il y a un problème dans certains facteurs, comme le docteur Koundabi l'a dit, facteur 8 et facteur 9. C'est même ces deux facteurs-là qui définissent les deux types d'hémophilie. Expliquez un peu pour le facteur, voilà. Facteur, voilà. Là, c'est trop médicalisé. Voilà. Simplement, vous imaginez le vaisseau sanguin et ses parois comme si c'était un grand caniveau ou un grand collecteur d'eau. Et les deux parois du collecteur est fabriquée par des briques. Et l'eau qui passe dans le collecteur, c'est le sang. Il peut y avoir une fissure au niveau des parois du collecteur, soit une fissure ou bien c'est une brique qui est cassée. Là, vous vous imaginez que c'est un saignement. Et pour que le saignement puisse s'arrêter, le bon Dieu a fait en sorte que notre corps puisse fabriquer des substances comme de la colle. Là, vous imaginez que la colle peut être le ciment et des briques. Et c'est l'organisme qui fabrique ça. Ciment et briques, c'est ça qu'on appelle les facteurs de coagulation. Et parmi ces facteurs de coagulation, il y a deux facteurs majeurs qui définissent les deux types de maladies.
facteur 8 pour l'hémophilie A et facteur 9 pour l'hémophilie B. Et ces deux facteurs-là viennent pour boucher là où le saignement est en train de survenir. Donc c'est comme j'ai dit, c'est un peu comme un collecteur. Le sang qui est en train de sortir, là où il y a une blessure ou quoi, les facteurs de coagulation viennent boucher. Mais chez ces enfants-là, il y a un problème dans la fabrication de ces facteurs-là. Soit que c'est de mauvaise qualité ou il y en a en quantité insuffisante et l'enfant va commencer à saigner. Comme Dr Koundabi a dit, c'est un enfant qui saigne pendant longtemps. Ce n'est pas qu'il... En délai combien de jours, on se comprend quoi? Non, en délai de combien de jours, c'est pas déterminé. Il y a des gens qui ont saigné pendant des jours et des jours, juste des semaines même, jusqu'à avoir besoin d'une transfusion sanguine. Parce qu'il y a des choses comme ça. Voilà. Donc là, maintenant, nous, ce qu'on fait, nous étudions cet état-là. Nous l'étudions, nous étudions la coagulation de ces malades-là. On fait des tests globaux et des tests spécifiques. Les tests globaux, ça nous oriente pour savoir si l'enfant peut ou ne pas avoir l'hémophilie. Mais les tests spécifiques, nous allons doser ou déterminer l'activité du facteur qui manque ou qui fait défaut. Si c'est le facteur 8, on peut le faire. Si c'est le facteur 9 aussi, nous pouvons déterminer la maladie. C'est que nous voyons ça des retombées, là, je vois. Voilà, donc ça, c'est les retombées, vraiment. Donc, c'est vraiment des complications qu'on cherche d'éviter. Là, le monsieur perd presque son genou. Voilà, donc ça, c'est une articulation qui est déjà partie. Ok. Et on dit souvent que la maladie est rare ou la maladie n'est pas assez connue, peut-être. Pas assez connue. Souvent, c'est parce que c'est même le pourquoi de notre présence ici. Souvent, c'est parce que la sensibilisation n'y est pas. Parfois, c'est méconnu, même dans le cadre médical. Un peuple périt par manque de Alors, docteur Jonathan, là, le diagnostic, comme vous le dites, les symptômes sont identiques à d'autres maladies. C'est pour cela, lors de la visite, de la consultation, on tâtonne. C'est pas lié à ça. Voilà. Docteur Koundabi va y revenir. Mais j'aimerais surtout insister par le fait que souvent, les parents des enfants hémophiles sont obligés d'aller ailleurs, outre-mer même, pour poser le diagnostic. Alors qu'aujourd'hui, le diagnostic est faisable dans notre pays. Voilà. Tous ces tests-là peuvent se faire dans notre pays, dans le cadre de l'Association Congo-démocratique des hémophiles. Les cliniques universitaires, un plateau technique assuré. Nous avons aujourd'hui le plateau technique qu'il faut pour poser correctement le diagnostic. Et nous sommes en train de nous étendre et nous espérons qu'avec l'appui de nos partenaires, mais aussi du gouvernement, parce que ça aussi il faut le dire, c'est un projet pour lequel les partenaires ont mis des moyens, mais le gouvernement doit aussi s'approprier ce projet pour que le diagnostic puisse se faire par là. Nous sommes en train de nous étendre, nous sommes à Lubumbashi, nous sommes à Kisangani, nous sommes à Mbujimayi. Mais c'est d'atteindre toutes les 26 provinces. Pardon, ça c'est dans les hôpitaux de référence ou demain dans des centres de santé. Vous commencez avec les hôpitaux de référence? Nous commençons d'abord dans les hôpitaux de référence. Dans la ville, dans notre capitale, nous avons d'abord commencé par les cliniques universitaires de Kinshasa, bien sûr en partenariat avec d'autres centres. Donc c'est vraiment ça l'important, c'est d'abord le diagnostic. Quand on diagnostique la bonne personne, le traitement aussi suit. Parce qu'on ne peut pas donner à un hémophile A du facteur 9. Parce que le traitement, comme le docteur Koundabi va dire, c'est juste donner le facteur qui fait défaut ou le facteur qui manque. Donc vous imaginez quelqu'un qui est hémophile A, vous lui donnez du facteur 9. Là, ça dérange. Continuez à saigner. Une bonne chose. Alors, docteur Guette, pour ce qui est de la prise en charge, dès que vous en parlez, et également un numéro de contact, n'est-ce pas? Parce que beaucoup de gens qui en souffrent trouvent cette occasion, n'est-ce pas, de voir qu'il y a des gens qui peuvent trouver la solution facilement. Et également à la recherche des partenaires, bien sûr, parce que vous voulez qu'il y ait des gens qui vous viendront quand même en aide. Voilà, merci M. Daniel. Bon, en ce qui concerne, avant de parler de la prise en charge, on va dire rapidement un mot d'abord sur les symptômes de la maladie. Voilà, oui, parce que comme on a dit, c'est une maladie qui est congénitale, qui est génétique. Donc logiquement, les symptômes commencent quelques semaines après la naissance. Généralement, au cours d'une circoncision, l'enfant va saigner beaucoup. Ensuite, c'est autour de l'âge des nourrissons
entre 8 et 12 mois, pendant que l'enfant apprend à marcher, il va se gonfler, il va faire ce qu'on appelle des hémarthroses, c'est-à-dire des saignements au niveau des articulations. Donc il va beaucoup saigner, il va faire des hématomes, des saignements au niveau musculaire, donc il peut saigner de partout, voire même au niveau de la tête. L'enfant peut présenter un saignement intracrânien. Voilà. Une fois que le diagnostic est confirmé, la prise en charge passe essentiellement par un traitement substitutif, c'est-à-dire quoi? Les malades manquent un facteur de coagulation. Le traitement consiste à remplacer, à lui donner ces facteurs-là qui manquent. Si l'hémophile A, donc il manque le facteur 8, aujourd'hui ces facteurs-là, ces protéines-là, sont fabriquées par des firmes sous forme de médicaments. Donc ce sont des fioles injectables, donc on va donner à ces patients-là, soit de façon prophylactique pour prévenir les saignements, soit de façon en urgence, qu'on appelle les traitements à la demande. Lorsqu'un patient présente un saignement, une hémarthrose ou un hématome, on fait un traitement à la demande, un traitement d'urgence. Donc ces médicaments-là existent et grâce à nos partenaires, nous avons ces médicaments-là. Donc nous avons non seulement les moyens diagnostiques aujourd'hui au Université de Kinshasa, mais nous avons également les médicaments pour apporter une solution à ces patients et surtout pour prévenir les hémarthroses. On a mis dans les images des enfants qui ont des arthropathies avec des genoux gonflés. Donc le problème de l'hémophilie qui est la langue, les patients développent une arthropathie chronique. Donc ils perdent la fonction de cette articulation. Le but du traitement, notamment la prophylaxie, c'est de prévenir ces complications qui fait de l'hémophilie une maladie invalidante, surtout chez l'adulte. Donc ici est l'occasion effectivement de faire la sensibilisation, mais également de demander également à notre gouvernement, parce que pour l'instant, nous travaillons avec des partenaires qui sont à l'étranger. Il y a la FAT, il y a les Novo, avec le projet Novo Nordisch Hemophilia Foundation, qui nous viennent en aide. Mais nous voulons également que les gouvernements puissent nous aider pour que ces médicaments-là soient classés aujourd'hui parmi les médicaments essentiels et qu'on aura la facilité de porter ces médicaments-là pour nos patients, pour nos enfants congolais et pour prévenir justement les complications chroniques. Vaut mieux prévenir que guérir. Le numéro de contact? Par rapport au contact, nous sommes au clinique universitaire de Kinshasa, au département des pédiatries. Je vais dire un mot quand même. Le service est chapeauté par le professeur Yannick Guioulou, qui est le chef des services, et également le professeur Jean-Lambert Guinéoungou, qui est un des piliers, c'est un professeur émérite, c'est un des piliers de cette maladie en RDC. Et nous avons également d'autres partenaires, et moi je fais partie d'un des médecins soignants de cette maladie. Voilà. Donc notre numéro de contact, c'est les 081 67 47 777. Donc 081 67 47 777. Donc à travers ce numéro qui est ouvert, on est joignable et nous sommes au clinique universitaire de Kinshasa, au département de pédiatrie, dans les services des mentors où nous évoluons et où nous prenons en charge ces patients atteints de l'hémophilie. Voilà, merci beaucoup. Docteur Jonathan, pour terminer, un message particulier. Voilà, merci beaucoup. Juste revenir sur la question de madame. C'est vrai que dans les premiers stades de la maladie, comme docteur Kunda bien dit, vous avez des saignements au niveau des articulations qui peuvent gonfler. Et cet état de choses peut prêter à confusion avec ce qu'on appelle la drépanocytose ou l'anémie SS. Voilà. Qui n'a rien à voir avec un trouble de la coagulation. Là, c'est un problème avec l'hémoglobine. C'est un problème avec le globule rouge et son hémoglobine. C'est vrai qu'il y a des similitudes, mais la maladie a ses caractéristiques propres. Alors, le mot de la fin, c'est que l'ACDH, l'Association Congo-démocratique des hémophiles, est comme orpheline parce que dans le pays, c'est vrai que nous avons des partenaires qui nous viennent d'ailleurs, mais elle est orpheline dans le sens que parfois nous recevons des dons, ça il faut le dire, le don pour les médicaments, les dons pour les réactifs de laboratoire qui nous permettent de poser le diagnostic. Ce sont des histoires que nous avons reçues gratuitement pour donner aux malades congolais gratuitement. Donc c'est des gens qui ne connaissent pas nos patients, qui nous envoient des réactifs gratuitement, mais arrivé à la douane, il nous faut payer parfois des sommes qu'on ne peut même pas imaginer parce que l'association n'a pas de subvention claire. Nous n'avons pas de l'argent que nous gardons quelque part et tout. Nos petites actions que nous faisons, c'est avec vos contributions, la contribution des membres, des membres et les dons et legs. Voilà.
Donc c'est vraiment une occasion pour nous d'appeler un peu les locaux, comme on dit, surtout le gouvernement, de s'approprier ce projet. Parce que c'est pour les malades, rien que pour les malades. Voilà, Merci beaucoup. une bonne chose. Donc là, nous profitons de l'occasion pour attirer l'attention du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention. J'ai cité son Excellence Kamba Moulanda Samuel Roger, n'est-ce pas, qui est en train de nous suivre. Je crois que le message tombe à pic. Le gouvernement, par le biais, n'est-ce pas, de ce ministère, vous viendra nécessairement en aide. Alors, fidèles téléspectateurs, nous avons reçu pour vous le docteur Guette Goundabi, médecin spécialiste, et également docteur Jonathan Koukila, médecin biologiste. Mais ils étaient ici sur le plateau pour nous parler, n'est-ce pas, de cette maladie. L'hémophilie, c'est par rapport à cette journée mondiale, n'est-ce pas, de cette maladie qu'on est en train de célébrer aujourd'hui. Bobo Nadine, nous leur disons au revoir en proposant. Nous vous proposons maintenant cette interview du docteur Kabassele qui parle de l'AVC et ses différentes facettes. Au micro de Junior Oumba. Voilà, suivant. C'est un accident vasculaire cérébral. Quand on parle d'un accident vasculaire cérébral, c'est un accident qui se développe au niveau du cerveau. Et comme on connaît nous tous que les accidents sont tellement très fatals, de la même manière aussi au niveau du cerveau, c'est vraiment très fatal. Au niveau des AVC, j'ai toujours voulu expliquer, nous avons deux formes des AVC. Un AVC peut être soit on dit un AVC ischémique ou bien un AVC hémorragique. C'est quoi un AVC ischémique? On parle d'un AVC ischémique comme c'est un sécheresse ou bien coca-coca. J'ai souvent voulu expliquer ça de cette manière pour que les gens puissent comprendre. Et un AVC hémorragique, on parle souvent, c'est un saignement. C'est-à-dire qu'il y a une rupture au niveau, l'un des vaisseaux du cerveau est rompu et ça crée ce qu'on appelle des saignements tout autour du cerveau. Et après ça, vous pouvez remarquer, l'AVC est tellement fatal et c'est tellement très mortel. Et la présentation de l'AVC, vous allez remarquer des personnes, une déviation de la bouche va dévier soit à gauche ou bien à droite. À part ça, on appelle l'importance fonctionnelle. C'est quoi l'importance fonctionnelle? Vous allez remarquer une paralysie qui peut être soit par exemple des membres supérieurs ou bien des membres inférieurs. À part la paralysie, nous avons ce qu'on appelle difficulté à pouvoir articuler la parole. Quelqu'un qui communiquait facilement, ou bien qui parlait couramment, il a du mal à pouvoir mieux articuler la parole. Ça au moins c'est la définition ainsi que la présentation de l'AVC. Aujourd'hui nous avons identifié, il y a plusieurs causes. Parmi les causes aujourd'hui, la première cause de l'AVC, c'est l'hypertension artérielle. Des personnes n'arrivent pas à pouvoir contrôler la tension. Vous allez remarquer que beaucoup de gens ne savent pas même la dernière fois qu'ils ont vérifié leur propre tension artérielle. À part la tension, nous avons d'autres causes qu'on appelle les diabètes. Le taux de sucre qui est augmenté dans l'organisme crée aussi ce qu'on appelle des AVC. À part les diabètes, nous avons aussi le taux de cholestérol élevé, qu'on appelle communément de l'huile. L'huile, cholestérol, quand c'est élevé, ça crée ce qu'on appelle des AVC aussi. Pourquoi? Parce que ça part obstruer certains vaisseaux et en obstruant certains vaisseaux, ça ne permet pas au niveau cérébral. À part le taux de cholestérol élevé aussi dans l'organisme, nous avons encore aussi certaines substances toxiques du cerveau, telles que la consommation de l'alcool de manière excessive, les personnes qui fument. Aujourd'hui, nous avons identifié les bombés, même par exemple les chichas aujourd'hui, qui est parmi les causes des AVC actuellement. L'AVC est vraiment très fatal. Souvent, quand vous remarquez les premiers signes, déviation de la bouche, difficulté à pouvoir articuler la parole et impotence fonctionnelle, nous avons environ 4h30 avant que les dégâts puissent être irréversibles. Quand je parle de dégâts irréversibles, c'est-à-dire nous avons dans notre organisme 3 types de cellules. Si c'est abîmé, c'est abîmé. Nous avons les cellules du cerveau, nous avons les cellules de l'œil, ainsi que les cellules de la colonne. Ce sont les 3 cellules très spécifiques et puis très cruciales pour nous. Mais imaginez, dès qu'on dépasse 4h30, dès qu'on dépasse ça, les dégâts deviennent irréversibles. Au niveau du traitement, nous avons des traitements qu'on donne, les médicaments qu'on donne pour pouvoir minimiser les dégâts. À part ça, nous avons ce qu'on appelle la réhabilitation aussi. Nous aidons les personnes à faire la kiné, la physiothérapie pour pouvoir les permettre de récupérer au niveau de la motricité. À part ça, nous avons ce qu'on appelle aussi un accompagnement psychologique. Aujourd'hui, vous pouvez remarquer quelqu'un qui marchait subitement n'arrive pas à marcher. C'est du mal, ce sont des stress et puis il peut parvenir à déprimer. Et au niveau du traitement, il n'y a pas seulement les traitements liés on donne la médication, les traitements liés à la réhabilitation, nous avons aussi un traitement lié à son état émotionnel ou bien son état psychologique. Tout ça entre ensemble pour pouvoir soutenir des personnes
afin qu'ils puissent avoir une vie meilleure après avoir développé un AVC. Et comme j'ai expliqué, au niveau des personnes qui développent déjà des AVC, pouvoir remarquer que quelqu'un n'arrive pas à marcher, ou bien quelqu'un qui n'arrive pas à pouvoir mieux s'exprimer, quelqu'un qui n'arrive pas par exemple à voir. Les patients, pareil, nous développons ce qu'on appelle la physiothérapie. C'est quoi? C'est une réhabilitation après l'AVC. Avec toute l'équipe de kinés, il y a des exercices bien spécifiques qu'on aide chaque muscle, chaque personne à pouvoir bien développer afin de récupérer ou bien de prendre sa propre personnalité. J'ai toujours dit, on ne peut jamais éviter les stress, mais on peut parvenir à contrôler les stress dans notre vie. Je donne toujours l'exemple de deux choses à travers avec tous mes patients. Si par exemple on prend la bouteille de l'eau, c'est l'eau qu'on vend de 500 francs, puis on prend une bouteille aussi de canettes, si on bougeait ça rapidement, et après avoir, dès qu'on ouvre les deux bouteilles, qu'est-ce qui se passera? On va remarquer que celui des canettes, il y aura des gaz et puis ça va s'éparpiller partout. De la même manière avec notre vie aussi. C'est difficile de pouvoir éviter le stress, on peut parvenir à contrôler le stress. Mais comment nous pouvons parvenir à contrôler ça? C'est la question. Par moment, il faut accepter les faits. Et deuxième chose, après avoir accepté les faits, nous devons maintenant chercher à pouvoir vivre une vie saine. Maintenant, comment vivre une vie saine? À travers l'estime de soi. Parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à développer l'estime de soi. Ils ont peur peut-être de l'avenir, ils ont peur par exemple que ce que les autres diront d'eux. Mais nous devons vraiment accepter la solution ou bien les faits que nous avons. Et deuxièmement, développer notre propre estime de soi. Et troisièmement, trouver une solution à chaque problème. Parce que si nous n'arrivons pas à trouver une solution à chaque problème, on aura du mal à évoluer. Et quand nous ne parvenons pas à contrôler le stress, c'est le stress qui va nous contrôler. Et si le stress nous contrôle, nous allons remarquer que notre pression artérielle sera élevée, la glycémie va commencer à être élevée et nous pouvons aussi parvenir, pas seulement à développer un AVC, nous pouvons tomber dans ce qu'on appelle la dépression. Mon numéro est le 082 56 54 36 7. C'est un numéro qui est sur WhatsApp. Parce que notre plus grand souci, c'est de pouvoir sensibiliser la communauté à prévenir cette maladie. Il suffit de pouvoir m'appeler au numéro 082 56 54 36 7. Ce numéro est sur WhatsApp, vous aurez ma personne et ensemble nous pouvons discuter. Et nous animons aussi des conférences, nous parlons sur la santé mentale ainsi que la prévention des AVC. Et pour le mois de la femme, nous aimerions protéger le cerveau de nos mamans, de nos sœurs, de nos femmes, afin qu'ils ne puissent pas développer l'AVC. Voilà, c'était là le docteur Kabasseli qui nous a parlé de l'AVC avec ses différentes facettes. Au micro de Nadine Bobo Nyambile, Kent Bobson Ngemba et Junior Umba qui nous a proposé ces belles images. Alors Bobo Nadine, oui. Est-ce que tu as déjà rencontré quelqu'un qui subit de ça? Peut-être dans ta famille, peut-être dans ton environnement? Oui, j'en ai dans ma famille et par rapport à mon environnement, n'en parlons pas. Pour dire quoi? Vous voyez, la gestion des stress détermine beaucoup de choses. C'est vrai, tout à fait naturel que le corps puisse réagir par rapport au stress, mais quand ça devient de plus en plus fréquent, là, vous détruisez votre corps. Daniel, on les détruit de manière sourdine. On les souvent que, voilà, stress, c'est ali tu as silencieux. Et quand souvent AVC est souvent irréversible, parce que c'est toujours, ça ne laisse jamais quelqu'un. Voilà. Nous savons qu'il y a des problèmes, mais aussi gestion de problème ne fait à la kamala. Quand vous avez un problème ou un conflit, c'est mieux d'en parler avec l'autre. Il faut savoir aussi c'est surmonter. Voilà. Banaliser aussi certaines choses. Voilà, en parler avec l'autre, mais aussi ceux qui m'ont tapé sur confiance pour vous soloner solo moko appelé sur confiance wana et la cité que n'enga solina yo ou l'équipe baïban soit ça la qui choix ma paix sur choix parce qu'il choix à confiance yo ce qu'on kende to qu'on bête ali solo wana comme partout ça aussi on te donne la main toi tu vas récupérer le bras tant on monte à quelle soit la bête là qui x et comme pas y z ça aussi tant on monte à un retour et quand on a maîtrise du point de vue émotionnel quand son âme est touchée automatiquement au boya au kusala. Voilà. Alors c'est pas intéressant. Nous devons vraiment éviter le stress et qu'il n'a pas AVC. Voilà, le stress. Mais c'est normal, c'est la loi de la nature. La loi de la nature. Dieu sait lui-même pourquoi il a permis que tu puisses te retrouver dans cette condition. Quand tu commences à te faire beaucoup de soucis et puis le lendemain, n'est-ce pas, ça a des retombées, n'est-ce pas, négatives et la personne se retrouve dans ce sens-là. Donc, en tant qu'éducateur de masse, on continue toujours à prodiguer des conseils, c'est question de prendre ça en pratique, c'est mettre ça en pratique, ce qui est intéressant. Alors, nous avons un autre invité ici sur le plateau, lui c'est M. Grace Chitala, qui est entrepreneur. Alors, il a répondu favorablement à notre invitation dans le souci de venir répondre à cette question.
comment soutenir le président de la République, chef de l'État. J'ai cité son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous réitérons nos hommages les plus déférents. Et là, c'est à travers l'entrepreneuriat. Monsieur Grasse, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ouais, je me porte à merveille. Tu as vu Madame Nadine? Ouais. Bonjour. Bonjour. Est-ce que dans ce que Madame Nadine aime, est-ce qu'il y a aussi de la couleur rouge comme ta cravate? Non, malheureusement non. Voilà, je crois qu'on t'avait reçu autrefois. Oui. Alors aujourd'hui tu reviens. Alors comment soutenir le président de la République à travers l'entrepreneuriat? Ouais, merci beaucoup pour la parole. Et je suis venu répondre à cette question pour faire voir aux jeunes ou soit à des personnes qui affectionnent devenir un jour des entrepreneurs, à savoir réellement comment soutenir les chefs de l'État, les présidents de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à travers l'entrepreneuriat. Alors, à la première position, je admirerais expliquer d'abord c'est quoi d'abord soutenir les chefs de l'État. Souvent, beaucoup de jeunes gens pensent que soutenir les chefs de l'État, c'est seulement porter les polos. Là-dessus, on a écrit « Je suis le chef de l'État avec son visage, les banderoles ». Et pour eux, croire que soutenir les chefs de l'État, c'est seulement ça. Or, je suis venu pour parler, expliquer aux jeunes comment réellement soutenir les chefs de l'État. On ne soutient pas les chefs de l'État seulement en portant les polos avec son visage, là on a écrit je soutiens le chef de l'État, ou soit avec des banderoles. Le vrai soutien au chef de l'État, c'est d'accompagner sa vision. Accompagner la vision du chef de l'État, c'est-à-dire quoi? Le chef de l'État a des visions. Il a des visions pendant son mandat. Il affectionne un jour d'accomplir ses visions. Alors, les personnes qui soutiennent le chef de l'État, qui ont envie de soutenir réellement le chef de l'État, nous devons savoir que nous devons le soutenir par rapport à sa vision. C'est-à-dire quoi? Le chef de l'État a une vision sur l'entrepreneuriat. Et nous les jeunes, comme nous soutenons les chefs de l'État, nous ne pouvons pas rester là seulement à dire non, je soutiens les chefs de l'État. Non. Nous devons faire de toutes les façons, valoriser l'entrepreneuriat dans notre pays. Bon, soyons pragmatiques. Voilà. Toi, qu'est-ce que tu as fait concrètement? Que devons-nous faire exactement pour le soutenir? Toi, en commençant d'avoir l'exemple typique. Voilà. Qu'est-ce que tu as fait exactement Bon, premièrement, moi d'abord... Oui, qu'est-ce que tu as fait exactement? Bon, on dit toujours... L'homme honorable, c'est celui qui applique d'abord ce qu'il veut enseigner, ensuite il enseigne. Voilà. Moi, je suis un entrepreneur. Voilà. J'encadre les jeunes dans l'entrepreneuriat et en ça, j'organise des conférences sur l'entrepreneuriat. Raison pour laquelle... C'est devenu un peu un mot générique. Hein? Voilà, c'est quoi les contenus? Voilà. Tu es en train de les entretenir pour qu'ils fassent quoi concrètement? Voilà, les contenus. Bon, l'entrepreneuriat, ça dépend. On peut entreprendre dans plusieurs domaines. Comme tout à l'heure, tu as suivi l'élément sur Madame Assali. Et l'entrepreneur, elle s'est donnée à la fabrication de la chikwang. Tu vois, elle est pragmatique. Voilà. Et toi, pour les gens que tu encadres, tu leur dis de faire quoi comme Exactement. Exactement. Premièrement, moi, je les envoie à faire l'agriculture. Parce que moi, j'entreprends dans le domaine de l'agriculture. Voilà. Et deuxièmement, je leur donne des idées sur comment s'organiser. De l'argent et savoir élaborer des projets à long ou court terme. Donc c'est ça l'encadrement que j'accorde les jeunes. Voilà, toi tu es dans le domaine de l'agriculture. Et tu as autant d'hectares. Oui. Ok, Bobo Nadine, oui. Tu descends avec ta caméra pour aller palper cette réalité. Pour vérifier. Je crois que tu as une question. Voilà. Mais bien avant cela, nous profitons de l'occasion pour saluer. Il y a un ministre qui s'occupe, n'est-ce pas, de ce secteur, le ministère de l'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise, son Excellence Nzinga Bilianzi Désiré, que nous saluons. Je crois qu'il est en train de te suivre pour te soutenir aussi, pour que ce secteur puisse aller toujours de l'avant. Voilà, Bobo Nadine, tu as une question quand même. Monsieur Grasse, il y a un petit souci du point de vue gestion, management, surtout pour les entrepreneurs. Tu prends aussi le temps de les former sur le management, parce que c'est là la clé même. On peut avoir une idée, mais quand il n'y a pas de soubassement, il nous est impossible d'évoluer. Tu prends aussi le temps de les former sur le management. Oui. Je les informe tout et je les encadre surtout en tout. Je les prépare en tout. Oui, parce que je donne un exemple simple. Je vais entreprendre, aujourd'hui je vais être peut-être un exemple trop simple, en faisant les beignets.
Mais là, je ne sais pas par où commencer. Quand nous allons venir chez vous, vous avez la possibilité de nous faire comprendre par où débuter. Bon, j'ai la possibilité de les faire à travers mon expérience. C'est-à-dire quoi? Je n'ai pas des moyens à vous donner, mais j'ai seulement la connaissance et l'expérience à vous partager. Peut-être vous pouvez reproduire la même chose ou pas, mais savoir seulement comment débuter, ou soit comment commencer à entreprendre avec ou sans l'argent, soit par quel métier que vous pouvez commencer à faire juste pour vous permettre d'avoir une somme d'argent et se lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà, là tu confirmes l'adage qui dit si je te donnais un poisson, tu le mangeras en un jour, tandis que si je t'apprenais à pêcher, tu ne mourras jamais de faim. Voilà, tu as un numéro de contact pour ceux qui voudront bien bénéficier, n'est-ce pas, de cet encadrement sur l'entrepreneuriat. Bon, j'ai un numéro de contact, mais j'aimerais d'abord finir par une idée. Rapidement. Ok, je dirais, soutenir le chef de l'État, c'est d'accompagner sa vision. C'est-à-dire quoi? Le chef de l'État a une vision sur la jeunesse. Le chef de l'État a dit la jeunesse doit avoir l'accès à l'emploi. Et pour soutenir sa vision, nous avons vu notre ministre de la fonction publique, M. son excellent Jean-Pierre Liao, a accompagné la vision du chef de l'État à organiser des concours, à recruter des jeunes, et aujourd'hui nous retrouvons des jeunes fonctionnaires, raison pour laquelle nous voulons prendre ces exemples pour exploiter, les faire voir aussi aux jeunes à savoir réellement soutenir le chef de l'État avec ses visions. Le chef de l'État a une vision de combattre les tribalismes. Alors partout où nous sommes, des personnes qui soutiennent le chef de l'État, nous devons savoir qu'à proximité, si nous voyons que tout autour de nous, il y a des jeunes tribales, comme nous sommes le chef de l'État, et nous ne voulons pas que les tribalismes puissent faire sa propagande. Bon, donne ton numéro de téléphone, on finit par là. Rapidement, oui. Le numéro de téléphone, oui. 081 39 24 869. 081 39 24 869. Ça, c'est le numéro de WhatsApp. Pour appel, c'est 099 15 94 213. Réponds. 099 15 94 213. Voilà, merci beaucoup fidèles téléspectateurs. Nous avons reçu pour vous M. Grace Chitala, qui est entrepreneur, qui est là et avec le souci de soutenir le président de la République en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Et lui a choisi le domaine de l'agriculture, parce qu'il a compris que l'agriculture c'est le soubassement de tout. Et je crois que Bobo Nadine, nous devons également soutenir. Emboîter le pas, oui. Voilà, on doit emboîter le pas. Alors nous lui disons au revoir en proposant quoi? Nous vous invitons à suivre maintenant Grand Plat avec Daniel Cassinon Nampoy sur le deuxième dimanche de Pâques de l'année liturgique A. Voilà, suivant. Mon Seigneur est mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Dimanche 16 avril 2023, l'église Notre-Mère célèbre le deuxième dimanche de Pâques de l'année liturgique A. La communauté fraternelle des premiers chrétiens, l'espérance des baptisés. Alléluia, alléluia. Thomas a vu le Seigneur, il a cru. Heureux celui qui croit sans avoir vu, alléluia. Apparition du Christ 8 jours après Pâques. L'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Nous lisons chapitre 20 du 19e au 31e verset. En ce jour, l'église Notre-Mère nous donne un thème très capital, je cite, de l'incrédulité à la foi. Fin de citation. Le deuxième dimanche de Pâques est souvent appelé dimanche de Saint Thomas. Les prêtres ont coutume de mettre dans leur homélie ou de négliger parfois la première partie de l'évangile d'aujourd'hui, nous racontant l'apparition du ressuscité aux disciples terrifiés, blottissent dans un lieu par peur des Juifs, attendant d'être rassurés par leur maître. Et lorsque nous abordons la seconde partie de l'évangile de ce dimanche, n'oublions jamais que Saint Jean a écrit son évangile pour les chrétiens d'origine grecque croyant à l'immortalité de l'âme et niant catégoriquement la résurrection de la chair. Cela nous permettra de comprendre le sens du doute de Saint Thomas.
L'apôtre Thomas n'est pas le seul disciple ayant douté de la résurrection de Jésus, mais tous. Pourquoi tout se trouble et pourquoi des doutes montent-ils en votre cœur? Luc 24, 38. L'envoi des disciples en mission est le don de l'Esprit. Les disciples effarouchés, déboussolés et déçus par le scandale de la croix ont tellement besoin que leur foi en la résurrection soit confirmée par des apparitions du ressuscité. Avant de les envoyer en mission, le ressuscité commence par leur donner la paix messianique. La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Pour qu'ils soient vraiment témoins de sa résurrection, Jésus répand sur ses disciples l'Esprit Saint et leur donne le pouvoir réservé uniquement à Dieu, celui de pardonner les péchés. Qui peut remettre les péchés sinon Dieu seul? Luc 5, 21. Ce pouvoir est transmis depuis la naissance de l'Église aux successeurs des apôtres, que dis-je, des évêques et aux prêtres. Ainsi, ceux-ci sont devenus instruments de la miséricorde et du pardon de Dieu. Goûtons fréquemment la joie pascale que nous procure le sacrement de pénitence et réconciliation. Sommes-nous de ceux et de celles qui doutent de l'efficacité du pardon et de la miséricorde de Dieu communiquée par le sacrement de confession? Le doute est la foi de Thomas. Il y a un dicton qui nous dit mieux l'expérience de l'apôtre Thomas. Dieu nous visite souvent, mais la plupart du temps, nous ne sommes pas à la maison quand il vient. L'histoire de Saint Thomas est instructive et aussi consolante parce que notre vie de foi est souvent une marche lente à travers les moments de doute, d'incertitude et de confusion. Saint Thomas, dont les espoirs furent déjà brisés à cause de la mort de son maître bien-aimé, a été blessé parce que le ressuscité est apparu à ses compagnons en son absence. Ainsi, il refusa de croire jusqu'à ce qu'il rencontre physiquement le ressuscité. Voir dans les mains du ressuscité la marque des clous, mettre son doigt à l'endroit des clous et la main dans le côté transpercé par la lance du vendredi saint. Est-ce différent de notre manque de foi lorsque notre vie est bouleversée par un mariage brisé, un décès dans la famille, le renvoi d'un institut de vie consacré ou du séminaire, la perte d'un emploi ou une grave crise financière? Si Saint Thomas est considéré comme le prototype de ceux et celles qui ne sont pas sûrs de leur foi, mais il est aussi le prototype de ceux et celles qui professent la vraie foi. Après la secousse provoquée par la mort de Jésus en croix, ayant rencontré personnellement le ressuscité et se prosternant devant lui, Thomas reconnaît Jésus, le crucifié, comme son Seigneur et son Dieu. Aussi, grâce au doute de Thomas, une 9e béatitude nous est directement adressée. Je cite, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Fin de citation. Oui, notre foi est fondée sur le témoignage des apôtres. Quelle joie! Pour nous, une vie vraiment chrétienne consiste à mettre en pratique la foi pascale que nous professons dans notre vie quotidienne. Il n'y a pas une plus grande expression de la foi que la vie vécue avec d'autres dans l'esprit chrétien, de l'amitié, l'harmonie et l'amour. La foi est une bénédiction parce qu'elle donne un sens à notre vie et elle est la force motrice de notre existence. Dixit le Père Philippe Moutou, SSP. Voilà, c'était la place sur le deuxième dimanche de Pâques 2023 de l'année liturgique A. Bobo Nadine, Oui. Ce qui était mis en exergue, Ouais. c'est le doute de Thomas. Alors, il a appris que Jésus est ressuscité, comme il n'était pas là, il a remis tout ça en doute. Ouais. Mais quand il a vu le Seigneur Jésus, parce qu'il avait promis à ses coéquipiers qu'une fois je vois Jésus, pour que je puisse croire
il faudra que j'introduise les doigts, n'est-ce pas, partout il y a les plaies où il y avait des clous et comme ça. Alors Jésus apparaît, il lui dit, non, fais ce que tu avais promis. Alors c'est par rapport à ça qu'on a cet adage qui nous dit, heureux ceux qui croient. Sans avoir vu. Parce qu'il y a des spécialistes en doute. Hein. Oui. Tu lui expliques, voilà, il y a ça, lui doute, il veut voir, il veut faire du Saint Thomas. Je crois que toi, là c'est le problème de la foi. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on est en train de nous dire, bon, Dieu existe bien sûr, est-ce qu'on l'a déjà vu? Je crois que la Bible est claire. Comment se fait-il que tu peux croire à un Dieu que tu ne vois pas et mépriser ou ne pas aider peut-être ton prochain que tu es en train de voir chaque jour? C'est une grande leçon. Oui, Daniel, en fait, je sais pourquoi je souris. Je me dis maintenant, nous avons plus la convoitise que la foi au sein de nous. Pourquoi je dis que nous avons plus la convoitise? Fait que je suis en train de voir l'évolution de Daniel ou d'autres personnes. Moi, je me dis que je vais devenir identique à Daniel. Alors, d'office, je fais un sujet de prière, mais en faisant des toisons avec Dieu. Avec Dieu pour dire que il faut alors ça, c'est pas la foi, ça c'est la convoitise. La foi, il ne faut pas créer cette confusion. Oui, tu es en train de croire à quelque chose que tu n'as jamais vu, mais tu as l'espérance que tu l'auras. Là, c'est la foi. Parce que maintenant, à Kinshasa, nous remarquons qu'il y a trop de convoitise qui est la foi. Donc c'est le conseil que tu prodigues. Oui, nous devons avoir la foi. C'est la convoitise. C'est pour ça, pour laquelle, quand tu es en train de parler par exemple de la convoitise, des gens qui partent même chercher à toucher les fétiches. Voilà. Enfin, il y a des histoires qui se passent aujourd'hui, alors qu'hier, ce n'était pas, n'est-ce pas, à voir à l'œil nu. Aujourd'hui, donc, on prend même de ce qui s'est passé à l'époque dans la chambre, on met ça, donc, au lieu de se limiter même au niveau de véranda, vous mettez même ça sur la place. À l'espace public. C'est anormal. Nous devons juste savoir qu'on est des Africains. Ouais. Et en tant qu'Africains, il y a des choses qu'on ne peut jamais dire au salon. Il y a des choses qui restent que dans la chambre. Mais malheureusement, avec moi, je me dis, la mondialisation, quand on ne le comprend pas bien, on fait des choses d'une manière pas bien. Alors, il faut d'abord savoir quelles sont les choses qui sont censées sortir de la chambre. Et le côté de la chambre. Faut dire dans la chambre. Maman salon est salon. Maman dap na bino est bino. Mais malheureusement actuellement to bossa nignon so. Voilà, une très bonne chose. Alors nous poursuivons avec notre conducteur. Qu'est-ce que nous prenons présentement? Nous vous proposons maintenant Monde d'aviation civile avec Betty Bengama. Aujourd'hui, le sujet est il ne faut pas changer de place dans l'avion. Ok. Donc en plein bas, il y a des gens qui le font souvent. Des spécialistes. Et pourtant c'est bien mentionné sur ton billet. Mais tu arrives, on te demande, l'hôtesse te demande, papa, assis-toi. Non, non, moi je ne veux pas ici. Une bonne chose. Ok, suivons Betty Bengama dans le monde de l'aviation civile. Et d'analyse sur d'importantes informations dans le monde de l'aviation civile. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Quand de prendre l'avion, il y a toujours un bon moment pour réserver ses billets et pour arriver à l'aéroport. Lorsque vous embarquez, que vous êtes à bord d'un aéronef, vous avez tendance à tout prix prendre la place aux côtés hublot ou fenêtre, puisque vous avez remarqué que vous serez coincé au milieu dans votre siège du départ. Vous cherchez cependant à changer de siège. Mesdames et messieurs, pourquoi il ne faut pas changer de place à bord d'un aéronef? Découvrons-les ensemble. Tu embarques pour un long voyage et tu cherches ton siège 26B, c'est là. Et puis, ton regard tombe sur deux hommes sur 26A et 26C qui prennent beaucoup de place. Oh non, il y a plein de places vides tout autour. Je change. Mais pas si vite. Tu pourrais mettre en danger l'avion au complet. D'abord, tu n'es sûrement pas le seul à vouloir changer. Même si peu de personnes le font, elles pourraient déséquilibrer l'avion. Et comme la plupart des appareils sont super sensibles au changement de leur centre de gravité, les conséquences peuvent être désastreuses. Pendant les décollages, les pilotes doivent connaître la répartition des poids dans l'avion pour faire les calculs exacts. S'ils sont faux, à peine un chouïa,
L'avion pourra se cracher au moment du décollage et même si cela ne va pas, jusqu'à ce point, les pilotes peuvent avoir du mal à contrôler l'avion si les passagers changent de place aussi ou siègent sans prévenir l'équipage. Par exemple, un pilote, une fois, a eu beaucoup de mal à mettre l'avion à la position voulue quand 4 personnes ont quitté leur siège et se sont approchées de la cabine. Dans cet aéroport-là, la situation était même critique car la piste de décollage était très courte. Si quelque chose était mal placé, l'avion ne pourrait plus s'arrêter. D'ailleurs, si les personnels de l'aéroport chargent mal les bagages en les insérant, par exemple, dans les compartiments arrière, plutôt qu'avant, cela déséquilibre également l'avion. Dans ce cas, le nez de l'avion montera trop rapidement. On pourra penser que ça aiderait l'avion à décoller. Mais un mauvais décollage peut être super dangereux. Mais bon, ça veut dire que tu ne dois jamais changer de siège. Mais avant de t'installer dans un endroit plus spacieux, plus confortable, demande à un membre d'équipage si cela est possible et ne t'allonge pas ou ne sois pas vexé. S'il dit non, Mesdames et messieurs, vous savez, la règle du n'est pas changer de siège n'est pas la seule à suivre dans un avion. Eh bien, voilà d'autres éléments ou astuces ou bien conseils à ne pas oublier pour votre prochain voyage en altitude. remonte toujours ton plateau dès que l'avion commence à bouger sur la piste et ne baisse jamais lors du décollage et de l'atterrissage. C'est une mesure de sécurité qui te permet à toi et aux autres passagers d'avoir le chemin libre en cas d'évacuation libre. Garde ton dossier droit pendant le décollage et l'atterrissage. Comme pour les plateaux, un siège incliné peut ralentir une évacuation d'urgence car la personne derrière toi sera bloquée. Sans parler du fait que si ton dossier est incliné, il lui serait presque impossible de se mettre en position de sécurité. En cas de crash, lors de l'atterrissage, si tu as le choix, quand tu réserves un vol, choisis l'avion plus gros. Les avions avec plus de 30 sièges sont battus et certifiés pour des régulations encore plus strictes. Si tu es dans un grand avion, tu as aussi plus de chances de survivre à un accident. N'oublie pas que le principe de l'issue de secours te donne plus d'espace pour tes jambes, mais aussi de plus grandes responsabilités. Tu devras aider les autres passagers à évacuer l'avion. C'est pour cela que seuls les adultes en bonne forme physique peuvent occuper ces places. Et ils doivent absolument lire les procédures d'évacuation d'urgence pour savoir comment agir si quelque chose ne va pas. Suis les instructions de l'équipage et ouvre ton igloo pendant le décollage et l'atterrissage. Comme ça, le personnel peut voir ce qui se passe à l'extérieur, évaluer la situation et agir vite s'ils pensent qu'une évaluation d'urgence peut être déclenchée. Par exemple, de la fumée ou du feu peuvent sortir d'un deux moteurs. Et s'il y a un feu près ou proche d'une sortie, ils sauront qu'il faut diriger les passagers vers une autre porte. Choisir un vol direct sans escale si tu peux. Beaucoup d'accidents d'avion se produisent pendant les 3 premières et les 8 dernières minutes du vol, c'est-à-dire pendant le décollage, l'ascension, la descente et l'atterrissage. Donc, s'il n'y a pas de différence de prix énorme, prends un vol direct. Comme ça, tu vas raccourcir la durée de ton trajet, mais tu diminueras aussi le risque de vivre un accident lors de ces moments dangereux. Tout peut se passer durant un vol, alors vérifie que les appareils avec lesquels tu voyages ont des sauvegardes sur un disque dur. Dis-toi que tu pourras perdre ton appareil électronique durant le trajet et pas forcément dans un crash. Porter une tenue adaptée réduira le risque d'un voyage en avion. Porte plutôt des vêtements en fibres naturelles comme la laine, le coton, le cuir et les dénamines. Ils te protégeront mieux en cas de feu ou d'évacuation. Les matières synthétiques comme les polyesters et les nylons peuvent fondre facilement avec la chaleur. Les vêtements doivent aussi être confortables et amples pour pouvoir être libre de tes mouvements. Choisis les manches longues et un pantalon.
Ils couvriront mieux ton corps et t'offriront chaleur et protection en cas de besoin. Enfin, choisis tes chaussures, pas des talons, des longs ou des sandales. On te demandera de les enlever si tu vas descendre par le toboggan ou l'avion. Cela te ralentira et augmentera le risque que tu t'entailles des pieds avec des débris de métal ou de verre cassés. Mesdames et messieurs, puisque nous avons retenu ces astuces, j'ose croire qu'ensemble, nous effectuerons un bon voyage. Et à présent, place à la correspondance aérienne avec Kofan Ekouchou. Renouvellement IOSA de la compagnie aérienne nationale. Célestin Moulumba, consultant aéronautique, a donné une idée claire sur le dit IOSA, qui est un audit opérationnel de sécurité organisé par l'IATA, Association internationale des transporteurs aériens. La compagnie d'aviation qui passe avec succès cet audit est mise sur le registre d'IATA, car il y a 8 disciplines qui sont parcourues durant l'audit. En l'occurrence, Combo Airways est satisfait donc jusque-là à ces 8 disciplines, ce qui les rend au standard international au même titre que Qatar Airways, Air France, SN, Bruxelles et autres. Célestin Moulumba précise que pour être membre de l'IATA et la compagnie qui est certifiée IOSA, ce certificat IOSA est renouvelable tous les 2 ans. Avant d'être certifié par l'IATA, il faudrait que la compagnie soit certifiée par son autorité de l'aviation civile, sinon la compagnie ne passera pas l'audit. Sachant que l'IATA est une association internationale des transporteurs aériens, il n'est pas au-dessus de l'OACI ni de l'autorité de l'aviation civile d'un pays. Pour rappel, les ORG, qui est organisation dans les 8 disciplines de l'audit de l'IATA, englobent la qualité et sécurité, ces 2 départements dont la responsabilité ultime incombe aux dirigeants responsables. Avec 91% de conformité des standards OACI, le Kenya devient le 2e pays africain en matière de sûreté aérienne. Depuis 2008, l'OACI a effectué 3 audits de sûreté au Kenya. Et à chaque fois, le pays d'Afrique de l'Est a amélioré ses performances au point d'atteindre en 2022 l'objectif qui lui était fixé à l'horizon 2030. Air Sénégal déploie un Airbus A340 vers les États-Unis. Dès les mois prochains, la compagnie aérienne Air Sénégal va aligner un Airbus A340-300 sur ces 2 destinations aux États-Unis. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de votre rubrique Monde de l'aviation civile. Un coup de chapeau à Chico Bipendou, Benjamin Zinga, Francis Paka, Kofan Ekouchou, Sylvain Kalonji Panou. Au revoir et à la prochaine. Voilà, merci beaucoup Betty Bengama à travers cette rubrique Monde de l'aviation civile. Et aujourd'hui, elle nous a prodigué ce conseil de ne pas changer de siège lorsque nous sommes dans l'avion. Bobo Nadim, je crois que toi aussi tu as suivi ce conseil. De suite tu le faisais, il est grand temps d'abandonner cette mauvaise pratique. Apprenons à respecter les principes, les normes déjà établies. Pourquoi il y a qu'on invente une route? On n'invente pas la route. Non. Ça c'est vrai. Alors, joyeux anniversaire à tous ceux qui fêtent leurs anniversaires à travers le monde en général et en particulier par rapport à ce que Gilles Vachimanga nous a proposé. Suivant. Ce soir c'est ton anniversaire. C'est ton anniversaire. Profite de ton anniversaire. C'est ton anniversaire. Le sang chaud de la veine. Ce soir c'est toi la reine. C'est pas demain la veille qu'on brisera ces liens. J'ai lu dans tes yeux. Ce sourire veut tout dire. Jeune ambitieuse, parfois vicieuse. Et rappelle-toi tous nos fous rires. Yeah, yeah, yeah. Bien sûr c'est réel. On ira au bout de nos rêves. Bien sûr c'est réel. Ce soir c'est la fête. C'est ton anniversaire. C'est ton anniversaire.
faut y aller. C'est carré, ce soir on fait la malade. T'es pas pareil, c'est pas pareil. Je vois ton sourire en coin qui se balade. J'ai lu dans tes yeux, ce sourire veut tout dire. Jeune ambitieuse, parfois vicieuse. Et rappelle-toi de nos fous rires. Yeah, yeah, yeah. Bien sûr c'est réel, on ira au bout de nos rêves. Bien sûr c'est réel, ce soir c'est la fête. C'est ton anniversaire, c'est ton anniversaire. Profite de ton anniversaire, c'est ton anniversaire. Bien sûr c'est réel, on ira au bout de nos rêves. Bien sûr c'est réel, ce soir c'est la fête. C'est la fête, et ce soir c'est la fête. Elambo Sarah, Bois Noir. Joyeux anniversaire, n'est-ce pas, à toi. Joyeux anniversaire également à Étienne Lula Étienne. Et Gabara Bassélé, nous te saluons. Donc, de par Gabara Bassélé, nous saluons également J'irai Sakwala, Diable, n'est-ce pas, comme on l'appelle. On n'a pas oublié Karine Pemba, Camille Kilimba, Grace Kingambo, Getz, à tout Dorcas Diakalenga, Julia Pambou et Melissa Chimchela, honorable. Alors Bob, on a dit, nous terminons par là. C'était un honneur de vous servir, de servir la population aujourd'hui et on doit prendre soin de notre pays. Voilà, prendre soin de notre pays. C'est sur cette note, fidèles téléspectateurs, que nous mettons un terme à cette... J'ai oublié l'autre ami. James Maté, moi. Voilà, alors fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, dites merci à tous les héros dans l'ombre chapeautés par Sylvain François Kalonji Panou, n'est-ce pas, attaché Kimbembi Machini, Daniel Savoie, la liste est longue et populaire. François. Voilà. Alors, ceci dit, notre Congo va se poursuivre demain, comme à l'accoutumée. Mais pour aujourd'hui, nous vous laissons en bonne compagnie du programme de la radio-télévision nationale congolaise, la chaîne des grands événements. Au revoir. Jusqu'à l'aube, bébé, jusqu'à l'aube.